Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique, de la responsabilité sociétale des entreprises, un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Cécile Douanel, Harmony Quality Manager chez Mondelez, ou comment la blockchain permet aux consommateurs des biscuits Petit Lu de tracer l'origine du blé. Notre débat portera sur les difficultés de structurer une stratégie RSE dans un groupe international. On s'appuiera notamment sur l'exemple de l'entreprise franco-canadienne Boralex. Et puis, dans Smart Ideas, vous découvrirez Biomed. C'est une pépite de l'agriculture innovante. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Cécile Douanel, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc Harmony Quality Manager chez Mondelez. C'est un géant de l'agroalimentaire, géant américain, deuxième acteur mondial du secteur. Vous commercialisez notamment la marque Lu et on va beaucoup parler des petits Lu, mais alors il y en a beaucoup d'autres des marques. Absolument, on est numéro 1 du biscuit en France et toutes ces marques, on les connaît. C'est Lu, mais c'est également Belin. Et dans le domaine du chocolat, nous avons aussi Côte d'Or, Milka ou Hollywood dans le domaine des confiseries. On est présent dans 93% des foyers français, donc on a traversé des générations et tout le monde connaît nos marques. Et alors, il y a une nouveauté, donc sur ce paquet de petits Lu, on y viendra dans un instant, c'est un QR code et vous allez nous expliquer comment vous remplissez cette promesse de traçabilité, de transparence. Mais d'abord, il y a ce programme Harmony que vous dirigez au niveau européen, parce qu'il est lié évidemment à l'existence de ce QR code. De quoi s'agit-il ce programme Harmony ? Alors notre programme Harmony, c'est notre programme de développement durable sur notre premier ingrédient qui est le blé, Oui. à l'échelle européenne. Il est né en France en 2008 autour de Nantes, notre usine de l'Aille-Foissière qui produit le véritable petit beurre avec 68 agriculteurs. Et maintenant, il s'est déployé largement. On travaille avec 1200 agriculteurs partenaires en France qui sont tous situés à proximité de nos usines. Et même, nous sommes présents sur toute l'Europe avec 1600 agriculteurs. On envisage d'ici 2022 de couvrir l'intégralité de nos besoins en farine avec du blé Harmony. Alors ça veut dire quoi ? Il y a un cahier des charges, j'imagine, que les agriculteurs doivent remplir ? Absolument. Les agriculteurs sont engagés à appliquer un cahier des charges très précis de 35 pratiques agricoles vertueuses qui protègent mieux l'environnement et également la biodiversité. Donc nous avons pour objectif de notamment réduire nos émissions de gaz à effet de serre avec une approche très raisonnée de la fertilisation. On réduit également l'usage de nos pesticides avec une philosophie qui est également raisonnée, qui vise à appliquer des bonnes pratiques préventives pour mettre le blé dans les meilleures conditions possibles afin qu'il ne soit pas malade et donc de ne pas le traiter. Et nos agriculteurs sont aussi engagés à protéger la biodiversité locale puisqu'ils consacrent 3% de la surface de leur champ de blé pour planter des jachères mellifères. Donc, ils sont très riches en espèces de fleurs qui vont fournir du nectar, mais aussi de l'habitat pour les pollinisateurs. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans une filière bio et que le sigle bio s'affiche. Elle est où la différence ? Alors, on n'est effectivement pas dans une filière bio, on est dans une filière qu'on appelle intermédiaire ou troisième voie de l'agriculture, qui est entre le conventionnel et l'agriculture bio. L'agriculture telle qu'on l'entend chez Mondelez, c'est une agriculture qui doit permettre de rendre aussi disponible notre blé vertueux pour l'environnement, pour nos produits, et de garder des prix attractifs pour nos consommateurs. Et ce serait compliqué en passant au bio ? Alors, nous avons développé une gamme bio sur certains de nos produits, mais aujourd'hui, tout simplement, l'espace nécessaire pour pouvoir produire du bio n'est pas suffisant pour couvrir l'ensemble de nos besoins. Ouais, vous n'êtes pas le premier représentant de l'industrie agroalimentaire à dire ça. Ça veut dire que c'est une démarche de longue durée, l'accompagnement d'un agriculteur. Vous le faites avec ce programme Harmony, mais si vous vouliez, par exemple, les faire basculer les uns après les autres dans le bio, ça prendrait longtemps ? Alors, évidemment, c'est une filière qu'on salue également pour ses aspects vertueux pour l'environnement. Nous, on s'attache vraiment à accompagner nos agriculteurs dans une transition agroécologique qui est aujourd'hui indispensable. Et c'est pour ça qu'on est partenaire avec eux depuis 2008, qu'on les accompagne. Il y a très très peu de turnover, comme on dit. On a à peu près 70% de fidélisation. Donc, c'est que les agriculteurs s'y retrouvent eux-mêmes. Et ils se sont vraiment appropriés ce programme comme étant un
programme qui a beaucoup de sens pour eux, parce qu'ils savent qu'avec ce programme, ils ont un impact vraiment environnemental tout à fait positif. Et pour eux, c'est porteur de sens. Alors, pour répondre aux aspirations des consommateurs, vous faites appel à la blockchain comme outil de traçabilité, de transparence. Alors, pour les clients, ça change quoi? Imaginons, j'ai ce paquet avec un QR code. Qu'est-ce que ça m'ouvre comme information? Alors, tout simplement, ce projet, c'est pour apporter effectivement beaucoup plus de transparence aux consommateurs sur les produits qu'ils consomment, et en l'occurrence, ici, le véritable petit beurre. Donc, très simplement, quand le consommateur a son paquet, il va scanner le QR code avec son smartphone. Alors, montrez-le un peu plus haut, parce que sinon, on ne va pas le voir à l'antenne. Voilà. Ouais, OK. Voilà. Donc, il y a un QR code qui est au dos du paquet. Il va le scanner et il va pouvoir visualiser très simplement tout le parcours du blé qui est lié au paquet de biscuits qu'il a entre les mains, puisqu'il doit saisir le numéro de lot du biscuit. Et il pourra visualiser les agriculteurs qui ont fourni et cultivé le blé selon la charte Harmonie, les meuniers et l'usine de Nantes de la FOSR qui fournit et qui fabrique les véritables petits beurres. Donc, c'est-à-dire qu'on a accès aux champs, on a accès aux meuniers. Tout à fait. Mais dans le détail, on peut vraiment savoir à quel endroit... On peut visualiser très précisément, et ça c'est grâce à l'ensemble des données de traçabilité qui remontent de la part de chacun de nos acteurs. Nous pouvons visualiser grâce à une carte interactive, on zoome dessus, et on peut voir où sont situées les exploitations agricoles qui ont fourni le blé, qui rentre dans le véritable petit beurre. Et donc la blockchain vous sert à quoi dans ce contexte-là? À valider les informations? Alors effectivement, la blockchain c'est une nouvelle technologie, elle a fait ses preuves dans le monde de la finance et aujourd'hui elle s'applique de plus en plus pour apporter une traçabilité absolument immuable pour le consommateur. Et ça recrédibilise énormément le message que nous donnons parce que ce n'est pas Mondelez qui va collecter les informations, mais ce sont les acteurs amont, nos coopératives, nos meuniers, qui vont déposer les informations de traçabilité sur une plateforme qui est décentralisée. Ça ne passe absolument pas par Mondelez. Et ensuite, toutes ces informations sont reconnectées pour reconstituer toute la chaîne et donc apporter cette information transparente et totalement sécurisée aux consommateurs. Est-ce que, on l'a dit en préambule, Mondelez c'est un géant international. Est-ce que vous avez la même démarche pour d'autres produits dans d'autres pays ou est-ce que c'est une démarche test qui va pouvoir se développer? Alors, c'est totalement innovant d'appliquer une blockchain aux biscuits. C'est totalement pionnier, à l'image d'Harmonie d'ailleurs. Et on a commencé par le petit beurre parce que c'est vraiment une marque emblématique et iconique pour tous les Français et qui est aussi extrêmement ancrée localement. Donc c'est un vrai moyen de pouvoir valoriser cet approvisionnement local du blé à moins de 200 km de notre usine. Et ce qu'on souhaite, c'est pouvoir le déployer, bien évidemment. Donc pour l'instant, nous sommes dans cette phase de lancement. On est en train d'observer les résultats, les statistiques de connexion et comment les consommateurs aussi vivent cette expérience. On a des résultats très, très encourageants d'ailleurs. Les consommateurs qui remplissent une petite étude à la fin de l'application web dans laquelle ils sont connectés nous donnent des témoignages extrêmement positifs et encourageants sur le bien fondé de cette opération et de la valeur ajoutée que ça leur apporte et de la réassurance qu'ils ont. Mondelez, c'est 26 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2019, environ 80 000 collaborateurs dans le monde, des produits qui sont vendus dans 150 pays. Voilà, ça donne l'ampleur du groupe que vous représentez aujourd'hui. Et c'est drôle parce que ça nous emmène un peu sur le thème du débat dont on parlera juste après sur la stratégie RSE d'un groupe international. À quel point les cultures et les lois vous obligent à vous adapter? J'aimerais bien comprendre comment vous fonctionnez là-dessus. Alors, notre stratégie de développement durable et même notre approche, notre démarche responsable, pour nous, c'est une pierre angulaire de notre stratégie. Quand on est leader, on a des responsabilités. En un mot, elle repose sur la pierre angulaire du snacking made right, que nous avons mis en place il y a quelques années et qui consiste à apporter aux consommateurs de bons produits à consommer au bon moment et produit de manière plus responsable, comme l'illustre notre programme Harmonie. Cette pierre angulaire-là, on la développe à tous les niveaux, d'une part pour réduire notre impact environnemental, améliorer le profil nutritionnel de nos produits, mais également soutenir des communautés, comme par exemple notre programme Cocoa Life, qui est notre autre programme de développement durable qu'on a sur le cacao, où nous investissons déjà depuis 2012, donc nous n'attendons pas les lois non plus pour pouvoir investir fortement pour soutenir 200 000 petits producteurs locaux. Donc,
Forcément, les lois nous font avancer, nous font progresser, mais nous sommes aussi précurseurs dans ces domaines de développement durable pour pouvoir faire progresser l'entreprise. Mais le goût aussi, et les lois sont pas les mêmes partout. Est-ce que vous diriez qu'on mange plus sain en France qu'ailleurs ? Je dirais qu'on mange de manière adaptée aux besoins de nos consommateurs. Et notre vocation, même si on est un géant de l'agroalimentaire, c'est de s'adapter aux besoins de chacun, aux besoins de chaque pays. Ça veut dire que le même produit pourrait être plus sucré dans un pays qu'un autre, par exemple, pour s'adapter au goût et à la demande des consommateurs ? Alors, c'est pas impossible, effectivement, mais tout ne passe pas par le sucre non plus. Il y a des coûts tout à fait particuliers qui sont développés pour certains pays et qui ne seront jamais acceptés dans d'autres pays. Donc, nous sommes un géant de l'agroalimentaire, certes, mais nous sommes absolument adaptés à l'échelle locale aux attentes de nos consommateurs. Merci Cécile Douanel, à bientôt sur Bismart. Merci. Tout de suite donc notre débat sur la stratégie RSE d'un groupe international. Comment structurer une stratégie RSE dans un groupe international ? C'est donc le thème de notre débat avec Lucas Robin-Chevalier. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable des affaires publiques de Boralex, groupe franco-canadien spécialisé dans les énergies renouvelables. Et j'accueille également Hugues Carlier. Bonjour. Bonjour. Heureux de vous retrouver, directeur général des enjeux et des hommes de cabinet de conseil en stratégie, accompagnement du management. Et vous avez justement accompagné Boralex dans une démarche RSE il y a quelques mois. Peut-être qu'il faut présenter ce groupe international, intercontinental. Vous êtes présent sur le continent européen et américain, c'est ça ? Tout à fait. C'est une force, d'une certaine manière, d'être présent des deux côtés de l'Atlantique. Boralex est un producteur d'énergie renouvelable à partir d'éolien, de solaire, d'hydroélectricité, de biomasse. Notre but, c'est de fournir de l'électricité qui soit renouvelable, durable, résiliente, économique. Donc nous sommes présents sur plusieurs territoires et je pense que c'est quelque chose qui est important à l'heure de la transition énergétique. Alors, qui pilote la stratégie RSE ? C'est une vision globale, internationale, ou alors elle se pilote par silo, pays par pays ou continent par continent ? Je pense que quelque chose qui est assez important quand on est un producteur d'énergie renouvelable, c'est de se dire qu'on est dans le temps long. Et quand on est dans le temps long, on a forcément des gens qui vont travailler sur le terrain et mettre en œuvre d'une certaine manière la RSE. Mais également, il ne faut pas oublier que c'est une approche top-down qui marchera pour vraiment enclencher tout ça. Et ça doit venir des dirigeants, d'une certaine manière. Et c'est la force de nos dirigeants, c'est qu'ils ont compris très tôt que c'est par une culture d'entreprise qui fait de la RSE sans s'en rendre compte qu'ils arriveront à se projeter dans les Donc ils ont donné l'impulsion. Absolument. Absolument, dès l'origine, donc une culture d'entreprise assez forte, basée sur le dialogue, la co-construction, à l'intérieur de l'entreprise, entre pays, mais également sur les territoires et auprès de l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Hugues Carlier, on va s'appuyer sur l'exemple de Boralex, mais on peut évidemment aussi élargir, généraliser. Quelles sont les contraintes pour une entreprise qui est présente comme ça sur plusieurs continents et qui veut bâtir une stratégie RSE cohérente ? Oui, alors effectivement, l'exemple de Boralex est intéressant, même s'il y a 2 continents finalement, mais il y a des entreprises qui sont installées sur 4 voire 5 continents. Bien sûr. Donc là, on a des disparités régionales en termes d'appréhension des enjeux qu'il faut aller chercher. Et pour aller les chercher, autant il faut évidemment du top-down au départ, c'est-à-dire qu'il y ait une impulsion pour qu'il y ait une structure et une démarche RSE valable et pertinente dans l'entreprise. Autant là, il faut vraiment penser local, c'est-à-dire qu'il faut, je pense à un exemple du pneu en France, qui en a fait 7 pays représentatifs de ces marchés, et on est allé dans ces pays pour former des équipes locales à aller faire une écoute des parties prenantes, pour aller recueillir vraiment de la matière très précise et très spécifique. Mais c'est une obligation parce que les lois sont différentes ou c'est une volonté parce que les cultures sont différentes ? Les deux sont pas antinomiques d'ailleurs. Les deux, évidemment, c'est les deux. On a eu cette problématique sur Boralex avec des lois françaises qui n'existent pas au Québec et inversement, mais Lucas y reviendra sûrement. Mais là, effectivement, on a aussi un problème culturel, c'est-à-dire que la responsabilité sociétale au Cameroun, c'est pas la responsabilité sociétale au Japon ou en Chine ou en Inde. Donc, il faut aller chercher ce côté culturel, ce côté local,
ça se traduit même parfois par des choses assez amusantes. C'est-à-dire que dans un pays d'Asie où, pour construire la démarche RSE, on demande de prioriser des enjeux. Et donc, on a demandé aux salariés de prioriser les enjeux. Et dans un pays d'Asie, sans faire de caricature, ils étaient très gênés en disant on ne peut pas. Ce n'est pas à nous de prioriser, c'est au chef. Et donc, il a fallu s'adapter culturellement pour que les salariés aient le droit de s'exprimer sur une priorisation d'enjeux. Donc, c'est important de penser global et vraiment d'agir très localement pour aller chercher et faire confiance aux équipes locales qui savent comment ensuite porter les sujets. Alors, on va rentrer effectivement dans le détail, par exemple sur l'aspect législatif. Hugues le disait à l'instant, il y a des différences législatives. Alors on peut dire Québec, France, on pourrait dire États-Unis aussi, France ou Royaume-Uni. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur ce plan-là ? Oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'il est important d'abord d'ancrer sa stratégie RSE dans un système de gouvernance qui va être représentatif des fonctions, représentatif des pays, représentatif des spécificités culturelles et représentatif des législations. Clairement, quand vous êtes soumis à plusieurs législations, vous n'allez pas mettre l'emphase sur certaines actions alors que vous le mettrez dans d'autres pays. Pour être plus précis, on va prioriser donc nos actions en fonction de 2 éléments, en fonction d'enjeux qui vont être plutôt universels, et on va se soumettre aux règles des pays, par exemple sur l'économie circulaire, la protection de la biodiversité, l'utilisation durable des ressources, mais on va également mettre l'emphase sur des éléments qui vont être spécifiques à chaque pays, tout en répondant à un enjeu qui va être, lui, universel. Par exemple, en 2021, Boralex souhaite faire plus pour la diversité et l'égalité des chances. Ça ne va pas se traduire de la même manière au Québec. On va vouloir, par exemple, mettre plus d'efforts sur la visibilité des minorités ethniques, qui est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire en France. Et en France, on va vouloir faire quelque chose plutôt sur l'inclusion des personnes handicapées. Parce que ça répond à la fois à des enjeux locaux et à des législations locales. Vous ne pouvez pas le faire en France parce qu'il n'y a pas de quota ethnique Absolument. en France, alors que ça existe, au Québec et aux États-Unis. Mais est-ce que ça veut dire que ça, on est dans les comportements, le produit? Je vais prendre une éolienne, ça va être la même éolienne partout? Ou alors il va falloir éventuellement la faire évoluer en fonction de la législation et du pays? Alors oui, on est dans un marché global, évidemment avec un système de pensée global, mais des spécificités locales en fonction des réglementations, en fonction des volontés aussi des gouvernants, des citoyens locaux. Par exemple, dans des cahiers des charges pour des projets éoliens, on va pouvoir retrouver des clauses d'insertion locale, clauses de travail local, et donc évidemment on va aller le faire, mais ça peut aussi nous donner des idées pour le faire dans d'autres pays. En gros, on élève le niveau par le haut d'une certaine manière en étant sur plusieurs régions. Ça c'est intéressant parce que Carlier, c'est l'un des leviers. Vous appelez ça le pays pilote, c'est ça? C'est un pays qui va servir d'exemple aux autres? C'est ça. Et c'est une fois de plus aller sur place, faire venir, je pense au déploiement de la stratégie d'Orange en Afrique, faire venir tous les correspondants des pays d'Afrique d'Orange dans un seul des pays, parce qu'il y a une similarité régionale, et puis monter la stratégie dans un des pays avec l'ensemble des correspondants, pour qu'eux ensuite repartent dans leur pays en disant « Ok, j'ai compris comment ça se faisait » et du coup mettre en place leur propre stratégie, mais ils ont vu le pilote, et puis c'est plus facile de convaincre ses partenaires, ses salariés, quand on peut dire regardez, ça marche à tel endroit. Exactement, puisqu'on l'a monté une première fois. Et je prends cet exemple-là parce qu'il y a aussi cette logique de formation en cascade, c'est le terme que vous employez. En détail, ça signifie quoi? Ça signifie, et c'est assez extraordinaire, que finalement, je le cite parce que c'est il y a quelques années maintenant, Pernod Ricard, 24 000 salariés, 5 continents, et bien finalement une équipe de 6 personnes, 3 personnes côté client, 3 personnes côté des enjeux et des hommes, on a, en 9 mois de travail, porté la stratégie via la formation de 120 CSR leaders, équipés de mallettes pédagogiques, etc., qui ont formé 4000 managers
qui leur ont donné une mallette d'animation de réunion, etc., qui eux-mêmes ont formé et animé, sensibilisé les 20 000 salariés sur le sujet. Donc en 9 mois, vous portez, grâce à l'interne, effectivement, et vous déployez sur 25 000 personnes sur 5 continents. Ouais, ça, c'est une stratégie que vous mettez absolument, en œuvre aussi. absolument. On a besoin d'ambassadeurs. On a besoin de former ces personnes. Des ambassadeurs vont après aller sur plusieurs pays, vont être un vecteur de collaboration entre pays. Et cette collaboration va être un vecteur de changement qui va lui-même attirer de nouveaux ambassadeurs, soit en externe pour notre recrutement, soit même en interne, puisqu'on a des aspirations internes qui ont été cristallisées et qui là se déploient dès lors qu'ils voient que l'entreprise veut faire plus que son cœur de métier, à savoir par exemple nous, la production d'énergie renouvelable. Mais ça peut être aussi des freins à lever même en interne, parce qu'il y a encore, beaucoup de gens qui disent mais la RSE, ça coûte de l'argent, ça nous fait perdre du temps, ça ne doit pas être prioritaire. Est-ce que ça existe encore, ça ? Alors, de moins en moins peut-être. De moins en moins, mais ce qui peut coûter aujourd'hui, en fait, est un gain à long terme, puisque c'est un vecteur de durabilité de notre modèle d'affaires, en fait. Donc nous, on investit, par exemple, dans les gens, dans les communautés, dans nos salariés, afin d'assurer que nos projets sur le terrain se passeront bien dans 10, 20 ans, 30 ans. Alors justement, puisque vous employez, vous parlez du temps, il y a des différences de maturité d'un pays à l'autre face aux enjeux de la RSE ? Alors, on voit que l'Europe, d'une certaine manière, est assez en avance avec la production de référentiels. Il y a tout ce qu'on appelle la taxonomie européenne qui va aussi venir bouleverser dans les années à venir les investissements qui vont être considérés comme durables, pas durables. Donc, d'une certaine manière, on voit cette avance. Néanmoins, sur certains enjeux particuliers, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la diversité, égalité des chances, on voit que des pays n'ont pas eu besoin en fait, de mettre en avant la RSE pour être très bons dans un enjeu. Et donc, chacun peut s'inspirer de l'autre. Merci beaucoup. Exactement. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas, l'agriculture innovante au menu. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Ludovic Vincent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, cofondateur avec Patricia Giffut de Biomed. Quand l'avez-vous créée cette entreprise et avec quelle idée ? Alors on l'a créée en 2018 avec comme idée en fait de retirer les polluants des sols, le retirer de manière la plus naturelle possible pour pouvoir solutionner ce problème qui est quand même assez étendu et sur lequel pour l'instant il n'y a pas forcément beaucoup de solutions, notamment par rapport au sol agricole. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir apporter cette solution. Donc je disais agriculture innovante, on est vraiment là-dedans. La mission elle est double, il faut d'abord cartographier les sols. Alors comment vous faites ? Tout à fait. En fait on utilise un appareil à fluorescence X, donc c'est un appareil particulier qui permet de faire des mesures quasi instantanées et de géolocaliser chaque mesure. Et avec l'ensemble de ces mesures, on peut cartographier des exploitations complètes et savoir quelles sont les teneurs en métaux lourds par exemple de ces sols. Donc ça, c'est la phase 1. Ça prend longtemps ? Alors ça va dépendre de la surface. Quand on fait des grandes surfaces, enfin de plus de 100 hectares, ça peut être très très long, ça peut être assez long. Par contre, effectivement, quand on a des parcelles qui sont plus réduites, ça va relativement vite. Et puis alors, ces polluants, il faut les retirer. Et là, vous avez aussi une solution étonnante, innovante. Expliquez-moi. C'est ça, on utilise des plantes, donc des capacités naturelles de certaines plantes, à assimiler en fait certains polluants, à les retirer par leurs racines et à les accumuler après dans leurs feuilles, leurs tiges et leurs fleurs. Et en retirant ces plantes, on va retirer les polluants qu'elles ont emmagasinés. Mais là aussi, on est dans un temps relativement long. Alors ça va dépendre des contaminants, ça va dépendre des niveaux de contamination de ces sols, mais ça peut être relativement... Parce que la plante, il faut la semer, il faut qu'elle prenne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même un circuit. On a quand même le cycle naturel. C'est ça. On a le cycle de vie de la plante. Ouais. Après, quand c'est des contaminations qui sont plus superficielles, avec des teneurs qui ne sont pas forcément très très hautes, on peut fonctionner assez rapidement. Effectivement, parfois, ça peut être beaucoup plus long. Vous avez beaucoup de clients aujourd'hui, puisque l'entreprise est jeune. Oui, on a déjà plus d'une centaine de clients agriculteurs. C'est d'autant plus beau qu'en fait, c'est pas une obligation légale de leur part. C'est vraiment un engagement pour une meilleure qualité de leur sol, de leur parcelle et in fine de leur production. Donc il y a un fort engagement de ces producteurs pour leur production. Oui, donc ça veut dire que ces parcelles, même avec des métaux lourds dans le sol, ils peuvent continuer de
les exploiter. C'est ça. Légalement, ils peuvent continuer. C'est ça. Ils peuvent. Alors, parfois, ils ne savent pas en fait quels sont les contaminants qui sont présents dans leur sol. Donc, c'est aussi l'enjeu de la start-up, c'est de leur faire connaître ces polluants dans les sols et puis de proposer des solutions. Ouais. Donc, vous êtes déjà une centaine de clients, uniquement en France ou un petit peu en Europe maintenant. Ouais. Voilà. Donc, il y a un développement qui est en cours. Comment vous imaginez la croissance de l'entreprise dans les prochaines années ? On imagine que ce développement va se poursuivre et puis effectivement qu'on va pouvoir avancer rapidement. Alors malheureusement, les polluants n'ont pas de frontières, ils sont partout, donc qu'on puisse traiter les polluants là où ils se trouvent. Mais c'est tout type de polluants, c'est-à-dire il y a une solution par les plantes pour tout type de polluants. Alors pour l'instant non, pas pour tous. Ouais. Par contre, on fait de la recherche, on fait de la sélection pour de la recherche avec de l'identification de nouvelles variétés et de la sélection sur les variétés qu'on identifie pour que le retrait se fasse le plus rapidement possible. Donc, mais potentiellement, il y aurait une solution pour beaucoup de polluants. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait des plantes qui ont absorbé la pollution ? Alors l'idée, c'est de pouvoir les extraire du système, que les humains ne soient plus exposés à ces polluants. Donc ça peut être de l'incinération, ça peut être du confinement, et ça peut être de la revalorisation dans certains cas, mais alors très, très particuliers, quand ces éléments peuvent avoir une seconde vie. Alors c'est le cas par exemple du cuivre, qui peut être présent en grosse quantité dans les sols, mais par contre qui reste un oligo-élément et qui peut être valorisé. Donc ça veut dire que la plante qui a absorbé le cuivre, ensuite vous pouvez la réutiliser. C'est ça. Elle a encore de la valeur. C'est ça, pas nous directement, mais effectivement il y a des entreprises qui sont intéressées par ces plantes. Alors vous êtes également partenaire de la Coupe de France des potagers d'école. On va dire un mot là-dessus. De quoi s'agit-il ? Alors c'est dans la démarche de sensibilisation. L'objectif, c'est de pouvoir faire connaître cette problématique des polluants des sols. Et en particulier pour les enfants et leurs familles. Et les potagers d'école, c'est en fait l'interface entre finalement un peu l'agriculture et puis l'enfance et puis la vie plus tard. Et l'idée, c'est de pouvoir offrir des diagnostics pour qu'on sache dans ces écoles quels sont les niveaux de pollution dans ces sols. Merci beaucoup, merci Ludovic Vincent Bonvent à Biomed. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur bismart.fr. Sinon, les horaires de diffusion sur les box, c'est 9h midi, 20h30. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut à tous. Bien.